Regardez ça. Nous vivons dans le siècle le plus important de toute l'histoire humaine. C'est ce que défendent plusieurs chercheurs, et oui, vous avez bien entendu, plus important encore que le XXe siècle, avec pourtant 2 guerres mondiales, la guerre froide, l'apparition d'Internet. Donc quand j'ai entendu ça pour la première fois, ma réaction était simple, ça paraît complètement absurde, mais j'ai quand même analysé leurs arguments, il y en a 5. Pris séparément, chacun paraît un peu étrange, mais c'est leur combinaison qui devient, je dois dire, difficile à ignorer. Et c'est pour ça que je vais vous faire cette vidéo. Pour vous, c'est quoi la plus grande période de l'histoire humaine? La période la plus importante, on va dire. Je dirais le 20e. Donc vraiment, pour vous, c'est la création de... le Big Bang, quoi. Là où... Où les homo sapiens sont apparus, quoi. Started using fire. Est-ce que c'est celle-là où il y a eu le plus de changements? Bah oui, enfin en soi, oui. Je me souviens très bien d'une conversation qui m'a beaucoup marqué quand j'étais au collège. Le père d'un ami nous avait dit avec beaucoup d'assurance « Votre génération ne connaîtra pas autant de changements que la nôtre, c'est sûr. Nous, on a eu la radio, la télévision, la télé en couleur même. » Alors, il était pas bête du tout, c'était même un médecin très compétent, mais il était persuadé que les grandes révolutions technologiques étaient derrière nous. Et c'est une impression qui est assez naturelle. On a l'impression que le monde change très vite, mais que ça va bientôt ralentir. Le premier avion à moteur date de 1903. La première fois que les humains marchent sur la Lune, c'est 1969, juste 66 ans plus tard. Donc il y a des gens qui, en une seule vie humaine, ont vu l'apparition des deux. Et si en 1903, quelqu'un avait dit « Oui, on va marcher sur la Lune dans 66 ans », tout le monde aurait trouvé ça complètement absurde. Vous qui êtes folle là. C'est vous qui êtes dingue. Et si maintenant on essaye de se projeter dans 66 ans, ça pourrait être quoi? La Lune de notre époque. Et quand on dézoome à l'échelle de l'histoire, c'est encore plus frappant. Dans ce livre, le génial écrivain Isaac Asimov a essayé de retracer toute l'histoire des plus grands événements humains. Il remonte sur des millions d'années, et au début il se passe pas grand chose, mais la majorité des événements tient dans les derniers siècles. Et depuis sa mort, l'accélération a encore continué. Pendant des millions d'années, on a eu le feu, puis lentement l'arc et la flèche, l'agriculture, la roue, l'écriture. Et ensuite, presque d'un seul coup, l'électricité, la médecine moderne, les ordinateurs, internet, les smartphones, l'intelligence artificielle, etc. Presque tout ce qu'on associe au monde moderne apparaît dans une période extrêmement récente. On a donc numéro 1, les changements s'accélèrent. Mais maintenant on se pose la question, qu'est-ce qui crée réellement le changement? On pense souvent à l'énergie, charbon, pétrole, gaz, etc. On pense aussi aux machines qui utilisent cette énergie. Les machines ont envahi le monde aujourd'hui. Nous mangeons grâce à des machines, nous nous déplaçons grâce à des machines, nous sommes vêtus grâce à des machines. Tout ça compte énormément, mais ça ne suffit pas à expliquer à quel point la vitesse des découvertes augmente. Le dernier ingrédient, ce sont les idées, le monde de la recherche, et une fois qu'on fait une découverte, vaccin, ordinateur, cette découverte peut être recopiée un peu partout. Alors essayons une expérience de pensée. Vous allez voir où je veux en venir. Imaginez un duplicateur, donc c'est-à-dire vous mettez une personne dedans et vous en obtenez 2 copies identiques. On pourrait cloner uniquement les meilleurs chercheurs, les meilleures chercheuses, faire 1000 copies d'un scientifique brillant et chacun travaille sur un problème différent. Ce qui est sûr, c'est que les découvertes iraient alors beaucoup plus vite. Les nouvelles idées, c'est donc un très fort accélérateur de changement et pour l'instant, on est limité par le nombre d'idées géniales qu'on pourrait avoir. Pour la première fois, cette limite change parce qu'on ne fait plus de la recherche seul. Je vous donne un exemple marquant. Pendant des décennies, les biologistes ont tenté de comprendre le repliement des protéines, ce qui est crucial pour comprendre certaines maladies et créer des médicaments. Puis, une intelligence artificielle appelée AlphaFold a créé des centaines de millions de structures. Ce qui aurait pris des décennies est devenu immédiatement accessible. Et surtout, ce qu'on lit ici, la base de données AlphaFold rend ces données librement disponibles et elle compte plus de 3 millions d'utilisateurs dans 190 pays. Donc c'est mis à disposition à des chercheurs du monde entier qui vont encore faire d'autres découvertes à partir de ça. C'est comme un effet boule de neige. On est donc en train d'accélérer drastiquement la production de découvertes scientifiques et d'ailleurs celle-ci a eu le prix Nobel. Bon, c'est pas l'IA qui l'a reçu, mais les 2 chercheurs principaux qui sont derrière. Petite parenthèse quand même avant le prochain chapitre. On pourrait se dire, tout ça, si ça continue dans le futur, ça va demander énormément d'énergie et de ressources, parce qu'il y a des limites physiques qui existent. Et d'ailleurs, quand on a peur des dangers de l'IA, ça peut même être un raisonnement pour se rassurer et pour se dire que tout ça ne va pas continuer à accélérer. Mais il faut voir que même si les limites physiques existent, ça c'est sûr, elles ne frappent pas tout le monde de la même manière. Pas du tout. Un exemple du présent, c'est que plus de 2 milliards de personnes aujourd'hui n'ont pas un accès fiable à l'eau potable, pendant que dans d'autres pays, on arrose des golfs en plein été. Et quand on voit que les GAFAM commencent même à faire leur propre approvisionnement énergétique pour leur data center, on voit très bien ce qui va être priorisé. Donc la question, c'est pas seulement est-ce qu'il y aura assez d'énergie, mais plutôt à quoi on va décider de la consacrer. On a donc numéro 2, les idées sont un moteur du changement, et si la production d'idées change, alors l'histoire pourrait changer de rythme.
Et avant de passer au chapitre suivant, j'en profite pour vous dire que je suis aussi conférencier en sciences et en environnement. J'ai notamment animé récemment les Olympiades internationales de physique. Donc pour une conférence ou animation d'événement, je vous mets mon site en description avec toutes les infos. Pour ouvrir ce chapitre, pendant longtemps, dans tout mon parcours d'ingénieur en mathématiques appliquées, j'ai considéré les scénarios qu'on va voir comme hautement improbables. Jusqu'ici, l'intelligence artificielle apparaissait seulement comme un outil, elle analyse certaines données, elle peut accélérer certaines recherches. Et quand on pense à pourquoi les humains dominent cette planète, c'est pas la vitesse, un guépard court beaucoup plus vite, c'est pas la force, un gorille est beaucoup plus puissant, c'est pour une raison beaucoup plus simple, notre intelligence et tout ce qu'on a construit, agriculture, ville, science, etc., découle de cet avantage. Et jusqu'ici, on avait des capacités qui semblaient réservées aux humains. Les échecs et les jeux de Go demandaient de la stratégie, les IA les ont maîtrisés. Le langage paraissait inaccessible, aujourd'hui les machines traduisent, écrivent. Et même le problème du repliement des protéines qui nous a résisté pendant des décennies, il a été prédit rapidement par AlphaFold et sa capacité de calcul qui nous dépasse. Le schéma se répète, la frontière recule peu à peu et aujourd'hui de plus en plus de chercheurs considèrent comme plausible, pas forcément certain, mais plausible, que des systèmes d'IA puissent un jour égaler, voire dépasser l'intelligence humaine dans tous les domaines. C'est comme si on avait créé une nouvelle espèce sur la planète qui est plus forte que nous. Là, je suis confronté à des pensées difficiles, à des scénarios difficiles à accepter. Il faut que la population en soit alertée. À votre avis, est-ce que l'intelligence artificielle pourrait un jour dépasser l'homme dans toutes les capacités? Oui, je suis convaincu. Avant, je voulais dire non, mais comme elle est en train d'aller, je pense qu'il va dépasser l'homme. Yeah, except making babies. But they can self-replicate. Oh yeah. Qu'une IA atteigne un niveau émotionnel et cognitif et intellectuel d'un humain, ça me paraît pas possible. Il semblerait que dans certains domaines, elle va déjà plus vite que l'homme, que le cerveau humain. En fait, j'en sais rien, mais j'ose espérer que non, c'est tout ce que je peux espérer. Et quand on leur demande à quelle date, ils pensent qu'il y a plus que 50% de chances que ça se passe. En 2018, ils étaient 75% à penser que ça allait arriver dans les 100 prochaines années. En 2019, 81%. Et en 2022, 90%. Donc ils sont de plus en plus convaincus. Et ça, c'est les experts du domaine. Donc encore une fois, c'est possible qu'ils se trompent, que finalement ça n'arrive pas, mais ça devient difficile d'affirmer que c'est complètement impossible. On a donc numéro 3, l'intelligence pourrait ne plus être uniquement humaine. L'idée suivante me met un peu mal à l'aise. Jusqu'ici, l'histoire humaine évolue pour une raison assez simple, on n'est pas permanent, on est mortel, donc les générations se succèdent et avec elles, les idées et les institutions. Donc beaucoup de décisions importantes ne durent finalement pas très longtemps, simplement parce que leurs auteurs finissent par disparaître. Il existe quand même quelques exceptions, on peut prendre un exemple très simple. Le clavier qu'on utilise aujourd'hui, AZERTY ou QWERTY pour les anglophones, a été conçu au 19e siècle pour éviter que les machines à écrire se bloquent. Ce problème n'existe plus, mais pourtant le standard est resté. On appelle ça un verrouillage, c'est-à-dire une situation dans laquelle une décision continue d'impacter le futur pendant très longtemps. Alors jusqu'à présent, les exemples restaient limités, quelques claviers, des conventions sur le code de la route, mais contrairement aux humains, une IA, elle, ne meurt pas, elle n'est pas remplacée naturellement par une nouvelle génération, et donc les règles qu'elle applique, les objectifs qu'on lui donne, les priorités qu'on lui assigne, ce qu'on lui dit de considérer comme acceptable ou non, tout ça pourrait rester pendant extrêmement longtemps. Et si tout ça se produit, alors le moment où ces systèmes apparaissent pour la première fois, ce moment deviendrait très important. On a donc numéro 4, l'avenir pourrait se verrouiller. C'est pas une certitude, mais c'est une possibilité à prendre en compte. Ce qui nous amène au dernier point, parce que même sans ces 4 scénarios, quelque chose a fondamentalement changé. On a désormais le pouvoir d'endommager durablement notre propre futur. Ce qui nous amène au chapitre le plus important. Pendant la majeure partie de l'histoire, des villes pouvaient être détruites, même des civilisations pouvaient s'effondrer, mais l'humanité, elle, continuait. Tout ça jusqu'à 1945. Pour la première fois, une invention humaine rend plausible la destruction à l'échelle mondiale. En 1983, 7 officiers soviétiques, Stanislas Petrov, surveillent un système d'alerte nucléaire. Et soudain, les écrans indiquent le lancement de missiles américains. Le protocole est clair, il faut signaler immédiatement l'attaque, et tout ça pourrait déclencher une riposte nucléaire. Petrov hésite, il soupçonne une erreur du système et il décide de ne pas transmettre l'alerte. Et il avait raison parce que le système avait confondu la lumière du soleil réfléchie par les nuages avec des missiles. Donc la survie de notre civilisation a peut-être dépendu d'une seule décision humaine. Bon, les armes nucléaires existent toujours, mais malheureusement, elles ne sont plus le seul danger au niveau mondial. On a aussi les armes biochimiques qui pourraient permettre la création de pandémies artificielles. Je mets en description cette excellente vidéo de la chaîne Ego
qui explique très bien ce risque. Et avec un mauvais alignement, des systèmes d'IA pourraient eux aussi provoquer des dommages à grande échelle. Pas forcément par intention, mais peut-être parce que juste l'objectif qu'on lui donne est mal compris. Il faut voir que chaque année, nous les humains, on élève et on abat environ 80 milliards d'animaux terrestres pour leur viande. Pas parce qu'on déteste les poulets ou les canards, mais juste parce que dans nos décisions, leurs intérêts ne sont presque jamais pris en compte. Et donc c'est pour ça qu'une IA plus puissante que nous pourrait agir de manière un peu comparable, c'est-à-dire pas du tout hostile, mais juste indifférente. Et c'est là que les chapitres précédents prennent leur sens, parce que si les changements s'accélèrent, si l'intelligence se développe et si certaines décisions persistent longtemps, alors notre génération a une énorme influence sur le futur. Alors ça veut pas dire qu'une catastrophe est certaine, mais pour une des premières fois, on a la capacité d'écourter notre propre avenir ou au contraire de le protéger. Et ça, au niveau mondial. On a donc numéro 5, les enjeux deviennent existentiels. Est-ce que vous pensez que l'IA pourrait causer l'extinction de l'humanité ? Elle pourrait. J'espère que le cerveau humain aura encore assez de recul pour éviter d'en arriver là. J'en suis pas si sûr que ça. Non, elle ne peut pas tuer tout. Si l'humain crée l'IA pour qu'elle détruise les humains, oui, il y a moyen que les humains fassent ça. On est en train de le faire. Et on est en train de le faire, voilà. I think we have to be very smart about AI. I don't think we are. Alors en conclusion, peut-être que tout ça est faux. Après tout, chaque génération, chaque époque a cru vivre un moment unique. Mais c'est indéniable que quelque chose a changé. Pour la première fois, nos technologies sont assez puissantes pour transformer durablement l'avenir et peut-être pour y mettre fin. Donc ce que nous faisons maintenant pourrait compter beaucoup plus que d'habitude. Et si c'est le cas, le danger, ce serait pas de faire les mauvais choix, ce serait de pas réaliser que ce moment est si particulier. Donc j'ai pas vraiment de conclusion simple, mais pour toutes ces raisons, et j'espère que comme moi, elles vous auront convaincu, je pense qu'il faut prendre cette question au sérieux. D'ailleurs, dans ma prochaine vidéo, j'analyserai les 10 mythes les plus répandus sur l'intelligence artificielle. Donc vous pouvez vous abonner pour ne pas la manquer et on en reparle très bientôt.